Bonjour pour ce nouveau Michel Midi sur l'Ukraine, les pièges de l'info. Je vous cache pas que c'est pas évident. On a passé une journée compliquée hier à regarder des vidéos épouvantables que je vous passerai pas sur des images, des atrocités qui sont pas montrées dans les médias occidentaux, sur lesquelles bien entendu se posent beaucoup de questions. Donc on cherche avec l'équipe des gens qui m'aident, Daniel, Jacques et beaucoup d'autres que je remercie, qui m'aident à essayer de trier le vrai du faux. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que cette émission et tout le travail d'investigation, il est basé sur la volonté de la paix, sur la sympathie envers toutes les victimes dans toutes les régions, partout où elles sont. J'ai été dans des théâtres de guerre en Irak, en Yougoslavie, en Libye, j'ai parlé à beaucoup de Palestiniens, et donc la guerre c'est le crime suprême, et il y a certainement besoin pour l'arrêter, de comprendre. Et évidemment, nous ressentons des émotions très fortes, et l'émotion ne doit pas empêcher la réflexion, parce que dans toutes les guerres, on a des exemples où l'opinion, nous avons été manipulés par des images bouleversantes, et parfois c'était vrai, parfois c'était faux. Une image peut mentir, ou plus exactement, on peut mentir en présentant une image. On peut aussi cacher des infos, et c'est un point sur lequel on va beaucoup creuser aujourd'hui. Des images peuvent être travesties, des infos peuvent être cachées, on peut inverser l'agresseur et l'agressé, et surtout, on peut cacher la cause des phénomènes, cacher pourquoi ces situations intolérables nous arrivent. Et là, on a un phénomène d'amnésie dans les médias mainstream, dans les médias dominants, sur ce qui est arrivé non seulement il y a quelques années, mais aussi juste avant cette date du 24 février, alors que c'est ça qui permet de comprendre ce qui s'est passé, mais on nous fait croire que la guerre, le problème a commencé le 24 février, alors qu'en réalité ça a commencé bien avant, et que si on n'a pas les infos là-dessus, on sera perdu. Voilà. Par rapport aux infos cachées, justement, par rapport à ce qui se passe avant, il faut savoir que les politiciens des États-Unis et d'Europe font de très beaux discours en solidarité, en sympathie avec les victimes ukrainiennes. Mais il y a une chose qui doit être claire, c'est que tout ça, ils auraient pu l'éviter. Tout ça n'aurait pas eu lieu si, premièrement, l'OTAN avait respecté sa promesse, les États-Unis et l'Europe avaient respecté les promesses solennelles qui ont été faites en 1991, qu'elles n'allaient pas s'étendre, qu'elles n'allaient pas menacer directement l'Union soviétique. Il y a plein de responsables des États-Unis, d'Allemagne qui disent que oui, ça a été promis, et maintenant l'OTAN renie sa parole, fait semblant que non. En réalité, ça c'est la cause première. Il y a une deuxième cause plus rapprochée, c'est le refus de l'Occident de mettre en application les accords de Minsk. Les accords de Minsk, il faut en reparler parce que c'est totalement passé sous silence dans nos médias. Il y avait eu des violences dans le coup d'État organisé par la CIA qui a renversé le président élu Loukachenko à Maïdan, à Kiev, en 2014. Et ça a déclenché beaucoup de violence. Il y a eu des attaques immédiatement contre les populations de l'Est dans le Donbass. Et finalement, le gouvernement de Kiev et les opposants ont signé, avec le parrainage de la France, de l'Allemagne, puis l'intervention de la Russie aussi, ont signé des accords qui prévoyaient, que les républiques de l'Ukraine de l'Est et du Sud, le Donbass, Lugansk, allaient avoir une autonomie, qu'elles allaient pouvoir se gérer elles-mêmes pour échapper aux discriminations, pour échapper aux violences. Il était décidé un cessez-le-feu
il était interdit aux éléments de l'armée ukrainienne de déployer de l'artillerie lourde, et des armes contre la région du Donbass. Et depuis 8 ans, ça n'arrête pas d'attaquer les populations du Donbass. On a des témoignages, on a des images, on a des photos bouleversantes, et l'Occident s'en fout. Paris, Hollande, puis Macron, Merkel, puis Scholz s'en foutent. Ils laissent complètement faire ces agressions dans lesquelles on voit des choses abominables. On voit des enfants bombardés, on voit des écoles, on voit absolument la vie est impossible pour ces gens. Et donc, quand Macron va se balader au Kremlin pour soi-disant négocier, mais il n'a qu'une seule chose à dire pour que ça ne se déclenche pas la guerre. Il n'a qu'une seule chose à dire, c'est « oui, je vais faire respecter les accords que mon pays a signés. Oui, je vais faire pression sur le gouvernement de Kiev pour arrêter de bombarder des civils tous les jours dans cette région-là. » Et alors, tout ça, ça n'aurait pas eu lieu. Les images, vous pouvez les trouver sur Donbass Insider, le site de Christelle Néant, une journaliste française qui a documenté ça depuis des années et qui est là maintenant sur place. Elle sera dans Michel Midi jeudi prochain. On me demande pourquoi Anne-Laure Bonnel, qui fait aussi des témoignages très intéressants là sur place, ne passe pas à Michel Midi. Je l'ai dès le début invité, j'ai eu une première réponse et puis je n'ai plus de nouvelles, donc j'espère qu'on pourra l'accueillir bientôt. Et en fait, voilà, il faut vraiment savoir que ce sont les provocations de l'Ukraine qui ont déclenché tout ça, du régime de Kiev, et il faut savoir que ces provocations se sont intensifiées à partir du 16 février, donc 8 jours avant la riposte de la Russie, et on doit vraiment regarder un peu en arrière. Ça, c'est un problème toujours de... la France n'a pas signé les accords de Minsk, la France a signé les accords Normandie qui faisaient justifier et reprendre les accords pour un cessez-le-feu et pour appliquer la paix en Ukraine. Et donc, le 17 février, Biden annonce que la Russie va attaquer l'Ukraine dans les prochains jours. Comment il le sait, ça c'est un mystère, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le pilonnage d'artillerie sur les populations du Donbass a augmenté de façon dramatique. J'ai des statistiques, des graphiques, vraiment, c'est énorme dans ces jours-là. Et donc, l'hypothèse à vérifier, mais très plausible, c'est que justement, Biden a encouragé, et la Grande-Bretagne aussi, a encouragé cette armée de Kiev à agresser les populations civiles et forcer Poutine à répondre. Il faut rappeler que c'est son Parlement qui a demandé de répondre à la demande de reconnaissance d'indépendance de ces républiques et que Poutine a d'abord refusé, puis il a accepté. Alors, par rapport à... On va parler énormément de qui fait ça dans l'est de l'Ukraine. En fait, c'est pas tellement l'armée ukrainienne régulière qui commet les atrocités. Enfin, certains me disent que c'est pas principalement eux, mais que ce sont surtout des bataillons de fascistes qui ont été intégrés dans l'armée officielle de Kiev et que ce sont des nazis en fait qui le font. Alors, c'est très très important parce que les médias occidentaux reconnaissent du bout des lèvres que oui, bien sûr, il y a des nazis en Ukraine, mais ils disent que c'est minime ou que c'est pas tout à fait des nazis et que ce sont finalement des combattants nécessaires pour défendre la liberté de l'Ukraine, etc. Là, il y a beaucoup de blabla parce qu'en réalité, le danger, à un moment donné, a été très clairement perçu.
on a eu un reportage ici de France 2 qui, en 2014, titre Les nationalistes, bon, terme doux pour parler des groupes nazis, les nationalistes maîtres de Kiev. Donc, France 2 met en alerte contre les nazis qui ont joué un rôle décisif dans la violence du coup d'État et dans les persécutions contre les civils. Mais aujourd'hui, en 2022, France 2 vient de diffuser un reportage sur, soi-disant, des gentilles ukrainiennes résistantes, et je remercie mon ami Jacques-Marie Bourget qui a attiré mon attention là-dessus. Et il a bien regardé, parce qu'apparemment la journaliste qui filmait connaissait pas très bien son sujet, et dans le sujet même, on voit sur les bras des gens, là, on voit les insignes nazis, on voit les insignes des nostalgiques de Bandera, qui est un criminel contre l'humanité, reconnu en Occident comme ayant accompagné Hitler dans ses crimes. Et on voit dans une autre image le drapeau rouge et noir, qui est le drapeau de Bandera. Donc, on est tout d'un coup dans la glorification des nazis. Et alors, le bouquet, c'était il y a quelques jours sur Arte. Vous avez eu un panégyrique ahurissant des frères Klitschko, dont l'un est maire de Kiev. Et Klitschko est présenté comme un boxeur, ça c'est sa profession, donc tout le reportage est là-dessus pour essayer de le dédiaboliser. En réalité, Klitschko, Victoria Nuland des États-Unis en parlait comme un de ses protégés justement au moment du coup d'État. Et en fait, Klitschko a fait partie d'une alliance avec des deux autres partis nazis, il y a Svoboda, il y a Pravi Sektor et un troisième, qui ont fait une alliance pour imposer la violence dans l'Ukraine. Et Klitschko, d'ailleurs, on le voit ici, il est au milieu, et il pose avec des militants dont l'un affiche clairement le symbole des nazis devant lui. Donc ça, c'est Klitschko. Et aux États-Unis, avant, il y a de nombreux reportages dans le Washington Post, dans tous les médias officiels, qui disent que oui, il y a des nazis très très dangereux en Ukraine. Jusqu'en 2018, le Washington Post le disait. Et maintenant, c'est tout le contraire. Maintenant, on parle plus de nazis, c'est des combattants de la liberté. Et ce qui est très très grave, c'est que même Facebook, maintenant, il y avait une censure sur Azov, en vertu de leur politique sur les individus et les organisations dangereuses. Donc, de même que l'État islamique, Azov, on ne pouvait pas le montrer et faire sa promo sur Facebook. Le 24 février, c'est terminé. Facebook modifie sa politique et dit maintenant, allez-y, vous pouvez parler d'Azov, bravo. Et même sur Facebook, maintenant, on diffuse des appels au meurtre de militaires et de dirigeants russes. Bon, ça, c'est les drôles de valeurs de notre Occident, n'est-ce pas? En fait, ce qui est important, c'est que ces fachos, ces nazis, sont maintenant sont blanchis, tout simplement parce que les États-Unis et les Britanniques savent que c'est sur eux qu'ils peuvent compter pour provoquer un conflit, provoquer l'escalade et imposer par la violence un régime qui ne respecte pas les droits. Vous savez que l'Ukraine, c'est un pays avec qui a été un assemblage avec des populations très différentes, questions langue, culture, histoire et situation sociale, économique et aussi opinion politique. Donc la seule solution serait, comme on l'a déjà dit dans d'autres émissions, un fédéralisme, une autonomie et le respect de tous et des solutions de neutralité.
mais de ça, les États-Unis ne veulent absolument pas, parce qu'ils veulent l'Ukraine dans l'OTAN, pour des raisons que j'ai expliquées dans un autre Michel Midi, etc. Et donc, les États-Unis n'en veulent pas, et donc ils ne veulent absolument pas respecter les droits des minorités. Ils veulent que ça pète, ils veulent que ça explose. Et pour ça, on donne une formation à des éléments totalement fascistes. Vous avez ici la photo d'une mission britannique à gauche qui forme des militaires et des représentants de bataillons fachos en Ukraine. Et quand la photo a été diffusée, les Britanniques ont démenti « Non, non, nous donnons pas de formation à ces éléments, etc. » Mais en réalité, les photos ont été publiées par les Ukrainiens qui participaient aux activités, et donc il n'y a pas de doute. Et les Britanniques et les États-Unis traficotent aussi avec Yarosh, qui est un des dirigeants de Pravi Sector et auteur des violences de 2014 qu'on voit ici sur la photo. Mais Yarosh, malgré toutes les violences qui ont été commises par ce groupe, n'est pas du tout mis à l'écart. Au contraire, il est devenu le numéro 2 du chef d'état-major de l'armée ukrainienne en 2015. On voit ici à gauche le chef d'état-major et à droite Yarosh qui est un pur nazi. Et en fait, cette glorification des nazis, elle se retrouve aussi aux États-Unis avec une extrême droite ukrainienne qui a émigré, qui est très influente. Et on a ici quelqu'un qui a mis un nazi sur la tombe d'un monument funéraire à la mémoire d'un responsable du génocide commis en Ukraine avec les nazis qui, je le rappelle, massacraient les Polonais, les Juifs, les Russes, d'une telle façon que même les nazis eux-mêmes trouvaient qu'ils exagéraient. Et donc, on a un autre monument de la Waffen-SS à Edmonton, aux États-Unis. C'est le 14e régiment de la Waffen-SS. Et on a des témoignages que j'ai reçus de gens qui ont été ainsi dire que c'est un monument nazi. Et alors, ils signalent, notamment Duncan Kinney, qui a publié ces photos, et qui analyse comment c'est possible qu'on a des monuments glorifiant les nazis. Vous voyez, c'est la 14e division Waffen-SS, c'est marqué. Comment c'est possible d'avoir des documents qui les glorifient aux États-Unis? Et bien entendu, il dit qu'une organisation sioniste israélienne, le Bnai Brit, un lobby très très influent pour la défense d'Israël, a protesté contre ça, mais que ça ne change rien au niveau du cimetière en question et des autres manifestations, parce que les organisations ukrainiennes implantées et intégrées aux États-Unis bloquent les transformations là-dessus. Donc, on a un incroyable paradoxe, c'est que Edmonton au Canada, excusez-moi, oui, vous avez raison de me signaler, c'est au Canada, Edmonton. On a un paradoxe incroyable, c'est que on nous dit que Hitler, c'est le nouveau, que Poutine, pardon, c'est le nouveau Hitler. Et qui est-ce qu'on appelle pour barrer la route à Poutine et à la Russie? Ben, des nazis. Donc, il y a quand même une contradiction, hein, ça va pas bien la tête là, et donc on est clairement dans une politique de stratégie du chaos, de foutre le bordel, et les États-Unis ont un long passé et ont des précédents pour utiliser des crapules, il n'y a pas d'autre mot. Ils l'ont fait avec les escadrons de la mort en Amérique centrale, en Amérique latine. Ils l'ont fait dans leur alliance avec Al-Qaïda, que j'ai documenté dans le livre USA, les 100 pires citations. Ils l'ont fait avec des nazis en Ukraine. C'est une politique systématique. Et donc, on doit bien voir qui est utilisé par les États-Unis et l'Occident et dans quel but. Alors, je vais en venir à la question des images et des atrocités qui se produisent maintenant en Ukraine et où on doit essayer d'y voir clair. Et une première indication, c'est la question des couloirs. La question des corridors humanitaires pour permettre aux civils de s'échapper.
dans nos médias occidentaux, on n'arrête pas de dire que les civils sont prisonniers dans des villes comme Mariupol et que les méchants Russes les empêchent de sortir et que donc les civils sont pris en otage et se retrouvent victimes de cette situation. On dit ça sur Mariupol, sur Odessa, sur Kharkov, bien entendu. En fait, moi je reçois des témoignages totalement différents, des vidéos, des témoignages de SMS, etc. On me dit non, c'est faux, c'est l'armée ukrainienne de Kiev, ou certains précisent, c'est surtout les bataillons nazis qui en fait empêchent les civils de fuir d'une ville comme Mariupol. L'armée ukrainienne a fait sauter un pont qui bloquait la fuite pour des voitures, et donc j'ai reçu notamment cette vidéo qui montre, bon, je vous passe des images dures, mais sachez que toutes des images beaucoup plus terribles, je ne vous les passerai pas. Elles existent, on peut voir notamment sur le site Donbass Insider et sur d'autres sites ou Telegram, etc. On a ici une très courte vidéo qui vous montre ce qui se passe quand des automobilistes essayent de fuir Mariupol. Je montre la vidéo, je la traduis. Voilà, et donc on voit une voiture qui assiste à ce que les soldats de l'armée ukrainienne font aux gens qui essayent de sortir, et on voit qu'elle arrive à s'échapper sur le côté au dernier moment. En fait, il faut réfléchir sur cette histoire des corridors humanitaires. Quel est l'intérêt des uns et des autres? Alors, je vais vous passer une autre petite vidéo qui est en anglais, on la résumera brièvement, mais c'est très simple. C'est un latino-américain qui se trouve, qui est à Kharkov, et qui analyse la question des corridors humanitaires. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas Poutine, qui n'aime pas la Russie, il critique les Russes, mais il explique pourquoi les Russes, au contraire, veulent des corridors humanitaires et veulent que les gens puissent sortir. Je vous le passe et puis on résume. And so a lot of people are wondering why, you know, there you can see those people, I mean civilians, but anyway, a lot of people are wondering why the Russians want the humanitarian corridors open. It's not that they're nice guys. The Russians have found out from the wars in Syria that if they open humanitarian corridors and guarantee people's safety, a lot of times the soldiers who are not that committed to the particular cause will take off their uniforms and slip away going down those humanitarian corridors. So it's to the Russians' best interest to ensure that the humanitarian corridors are perfectly safe and secure. The Zelensky regime has been adamant, or no, not adamant. They've been very sneaky about it. They've been constantly trying to prevent the civilian corridors from opening, the humanitarian corridors from opening. They keep negotiating and dragging their feet because, of course, the thugs in the Zelensky regime do not want the people to leave or their soldiers to leave. They don't want their soldiers to leave for obvious reasons, and they don't want the people to leave because they're using the people as human shields. That's what's going on. Understand that this is a really, really ugly fucking war because the Zelensky regime does not care about the Ukrainian people. They just care about holding on to power, whatever it takes, and not surrendering to the Russians. Voilà. En fait, il explique que d'une part, les Russes ne souhaitent pas qu'il y ait des civils dans les villes qu'ils veulent prendre comme Mariupol, parce que c'est un obstacle pour les combats, ça risque de faire des dégâts, et donc lui donne sa raison pour cela, et ensuite il explique pourquoi, au contraire,
le régime de Kiev, l'armée ukrainienne et les nazis qui en sont le fer de lance ne veulent absolument pas que les civils veulent s'échapper parce que ils veulent s'en servir comme bouclier humain. Alors, mon ami Jacques Beau, que vous avez déjà entendu dans un précédent Michel Midi, explique dans une petite note récente qu'effectivement, pour un attaquant en zone urbanisée, les civils sont un problème. C'est pourquoi la Russie cherche à créer des couloirs humanitaires pour vider les villes des civils et ne laisser que les milices afin de les combattre plus facilement. À l'inverse, ces milices veulent garder les civils dans les villes afin de dissuader l'armée russe de venir y combattre. C'est pourquoi elles sont réticentes à mettre ces couloirs en œuvre et elles veulent utiliser la population civile comme bouclier humain. Et Jacques Beau fait remarquer qu'il y a beaucoup de vidéos de civils cherchant à quitter Mariupol et qui sont tabassés par les combattants du régiment Azov et que ça est caché par les médias occidentaux. Et ça, c'est extrêmement grave parce que, dit-il, Jacques Beau, nos médias nous donnent une image romanesque de la résistance populaire. Il y a certainement des gens qui veulent résister par conviction et qui n'approuvent pas l'invasion, mais en nous présentant des nazis comme de simples citoyens combattants, etc., nazis complètement racistes dans la manière aussi dont ils traitent les Noirs, les Arabes, les Juifs, et voilà. En fait, ce que dit Jacques Beau, c'est que on prolonge le conflit avec ça, et je le rejoins tout à fait. Quand on montre une image héroïque et romanesque de ces combattants nazis, qu'est-ce qu'on fait? On prolonge la guerre. Et Ursula von der Leyen qui dit qu'il faut leur envoyer plus d'armes et les Biden qui leur envoie plus d'armes, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'utiliser les civils ukrainiens comme chair à canon pour un conflit qu'ils veulent se prolonger. Si vraiment leur but est de sauver les populations, et non qu'à prendre leur téléphone et dire tout simplement « Ok, on va faire respecter les accords de 2014 et de 2015, on va aider à dénazifier l'armée et on va aider à faire un cessez-le-feu immédiat. » Mais ces gens-là ne le veulent absolument pas. Donc ça c'est très important. Et en fait, l'idée qu'on ne veut pas une solution négociée est importante parce que parmi les infos qui nous sont cachées, il y a notamment l'assassinat de ce monsieur ici, Denis Kireev. De qui s'agit-il? C'est un des négociateurs ukrainiens et il a été assassiné négociateur avec les Russes, je veux dire, et il a été assassiné le 5 mars par le service ukrainien SBU parce qu'il était considéré comme trop favorable à la Russie, c'est-à-dire prêt à négocier et à accepter, à chercher un vrai accord avec la Russie, et donc il a été considéré comme traître. Le même sort pour Dimitri Demyanenko, qui était l'ancien chef adjoint justement de la direction principale du service secret ukrainien pour la région de Kiev. Il a été assassiné le 10 mars parce que lui aussi voulait un accord. Et donc, vous avez comme ça un site web, Mirotvorets, qui liste les ennemis de l'Ukraine, qui disent où ils habitent, comment on peut les trouver, numéro de téléphone, pour les harceler ou pour les éliminer. Ça, c'est le genre de choses que fait ce régime. Alors, parmi les images qui nous sont parvenues et qui nous ont beaucoup émus dans les jours précédents, il y a évidemment les bombardements, nous a-t-on dit, sur une maternité. On a eu beaucoup d'images de cette maternité à Mariupol, justement. Et là, il faut un peu voir la chronologie des événements avant les photos qu'on nous a montrées. Le 7 mars, la mission russe à l'ONU déclare que, je cite, « Les habitants de Mariupol rapportent que les forces armées ukrainiennes ont expulsé le personnel de l'hôpital maternité numéro 1 de la ville de Mariupol et ont installé un poste de tir à l'intérieur de l'établissement. » Le 8 mars, un média indépendant russe publie le témoignage de civils de Mariupol qui disent que oui, la maternité a été prise par les milices du régiment Azov, nazis donc, qui en ont chassé les occupants civils en les menaçant de leurs armes.
Alors j'en ai discuté aussi avec Jacques Beau, et il me dit que l'hôpital de Mariupol occupe effectivement une position dominante, très favorable pour installer des armes anti-chars et pour l'observation, et que le 9 mars, les forces russes ont frappé ce bâtiment, comme on l'a vu. Selon CNN et les médias occidentaux, il y aurait 17 blessés, mais les images n'ont montré aucune victime dans les locaux. Et on parle de victimes, mais on ne montre pas que ce sont les victimes de cette frappe russe. On nous parle d'enfants, mais on ne voit pas. Et donc, ça, je pense que on doit, sur ces images, être extrêmement prudent et dire que, pour l'instant, on ne sait pas. Il y a deux versions qui s'affrontent, et quand on est honnête et de bonne foi, on ne peut pas trancher. On voit qu'il y a eu des événements qui se sont produits avant et qui donnent une certaine vraisemblance à la position russe, mais en tout cas c'est ce que je dis, mais on ne peut pas trancher. Et les journalistes qui prétendent savoir, et dans le soir il y a eu un exemple récent quand c'est arrivé, il y avait en page 1, maternité bombardée. À l'intérieur, il y avait un représentant, un expert militaire, totalement opposé à la Russie, et on lui pose la question, mais Poutine bombarde une maternité. Et le gars, il répond, s'il est avéré que les Russes ont bombardé une maternité, alors ce sera un crime de guerre. Si. Mais à la une, dans l'édito de Madame Béatrice Delvaux, responsable de ce journal, il est marqué qu'il y a des maternités qui sont bombardées sans aucun doute, sans aucune réflexion. Et donc je crois que on doit réfléchir à l'aide des précédents, comme me disait Michel de l'équipe d'investigation avec qui on a discuté là-dessus. Elle me disait, voilà, quand on regarde les photos sur l'explosion, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a eu une mise en scène? Parce qu'on devrait avoir beaucoup de patients, beaucoup de médecins. Si, comme on nous dit, les images sont prises juste au moment où ça vient d'avoir lieu, il devrait y avoir de la poussière sur les gens, etc. Or, c'est pas le cas. Et évidemment, le fait que la maman qui a été présentée dans ces images est une influenceuse de YouTube qui est donc habituée à des images qui sont préparées, pose question, ça pose question. Et donc, ce qu'on doit bien réfléchir sur ce genre d'image, c'est que c'est un classique de la propagande de guerre aussi. Les Britanniques, pour pousser la population anglaise à entrer en guerre et à soutenir l'effort d'une guerre qui était tout à fait impérialiste du côté des Britanniques comme des Allemands, disaient en Belgique, les troupes allemandes éventrent à la baïonnette les bébés, et il y a des atrocités épouvantables. L'occupation allemande en Belgique n'était pas drôle, mais tout ça c'était des fake news, c'était totalement inventé pour la propagande. Et je rappelle qu'en Irak, on nous a justifié l'agression sauvage, meurtrière des États-Unis et de leurs alliés, dont les Européens, contre l'Irak, en nous disant, voilà, les troupes irakiennes ont volé des couveuses à la maternité de Kuwait City, donc il faut intervenir. Et j'en ai déjà parlé précédemment, c'était totalement une fake news. Et donc, il y en est vraiment dans le deux poids et deux mesures là. Évidemment que c'est horrible pour les enfants et pour les mamans ce qui se passe en Ukraine, et de tous les côtés. Mais pourquoi, quand la même chose se passe à Gaza, ou au Yémen, ou au Libye, là, on ne nous montre pas ces images, on ne lance pas des campagnes de solidarité, on ne dit pas qu'on va faire pression sur Israël, sur les Saouds ou sur l'OTAN pour qu'ils arrêtent leurs agressions. Donc, il y a vraiment un deux poids et deux mesures, et c'est flagrant. Quand ce sont des Ukrainiens qui sont avec un type bien européen, qui sont réfugiés, c'est extrêmement malheureux, on les accueille, c'est bien, mais dès que c'est un Malien qui pourtant parle français comme nous, ça, il est discriminé, il est mis de côté, et ça, c'est pas les bons réfugiés. Donc on est vraiment dans ce que Herman et Chomsky, dans leur livre Fabriquer un consentement, appelaient les bonnes et les mauvaises victimes. Donc, je crois que c'est une attitude de prudence qu'on doit avoir, et tout récemment,
on a des images, j'en ai ici, on a des images sur un théâtre bombardé. Voilà, on nous montre le bâtiment. Et donc, c'est très difficile de savoir ce qui s'est passé au théâtre. Est-ce que c'est l'armée russe qui a bombardé? Est-ce qu'il y a des civils en dessous? Est-ce que, comme le disent les témoignages que je reçois, c'est les militants Azov qui, avant de partir, ont fait sauter le bâtiment? On a beaucoup d'exemples. J'en ai parlé dans mes livres Attention Médias et Poker Menteur sur la Yougoslavie. On a beaucoup de livres d'exemples dans les guerres précédentes où des atrocités commises par un camp sont attribuées à un autre sans vérifier. Donc on doit vraiment contrôler et accepter l'idée que voilà, on devra peut-être attendre avant de connaître la vérité sur ça. C'est dur parce qu'évidemment, on a envie de savoir tout de suite, on a envie d'être solidaire comme il faut, on a envie de peser, mais justement, je crois que la meilleure façon de peser pour la paix, c'est justement de travailler à vérifier les infos, à vérifier les causes des phénomènes, à écouter les deux versions ou trois versions sur tout ça. Je voudrais insister sur ce problème aussi par rapport aux journalistes du mainstream, parce que mon jeune collègue Grégoire Lalieu a publié un article récemment sur cette affaire. Pourquoi tant de journalistes reprennent comme ça, répètent, sans vérification, sans esprit critique, sans mise en garde, des infos qui viennent de l'OTAN, qui viennent du régime de Kiev, etc. Et là, je crois qu'il y a vraiment un appel à lancer, parce que si on diffuse comme ça les images d'un seul camp et si on pousse à l'émotion pour soutenir un camp sans réfléchir, eh bien en fait on prolonge la guerre et on empêche de faire la pression pour que la guerre s'arrête, parce que, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, le but de Biden, le but de l'OTAN, le but des dirigeants européens, c'est d'enliser la Russie dans un conflit qui sera long et de poursuivre leurs sanctions, leur diabolisation et je l'ai déjà expliqué dans un précédent Michel Midi, de récupérer totalement l'Europe dans la domination des États-Unis et empêcher de passer à un monde multipolaire. On me signale qu'au Donbass, il y a aussi un photoreporter des États-Unis qui s'appelle Patrick Lancaster, qui diffuse des émissions intéressantes sur place. On en parlera encore. Je dois dire que il y a certains journalistes dans le mainstream qui commencent à en parler. Daniel me signalait un reportage de LCI où on laissait la parole à un invité qui posait les bonnes questions. Hier, j'ai vu sur TF1 qu'on a montré le missile à fragmentation qui est tombé sur Donetsk et qui a fait des dizaines de victimes civiles, des gens qui faisaient la file devant une banque, et des dizaines de victimes civiles. Donc ça, c'est clairement un crime de guerre. Des gens tués dans l'autobus et tout des civils. Donc ça commence à se montrer, et moi je voudrais faire la pression vraiment avec vous pour que on ait une sorte d'observatoire de l'information, qu'on ait une sorte de vérification, de test, qu'on donne la parole aux différents camps et qu'on organise des débats contradictoires pour permettre aux gens de se faire vraiment leur opinion. Ça en contradiction totale avec l'ambiance qu'on a maintenant, qui malheureusement est une ambiance poussant à la haine. On a eu pendant le Covid des informations de Trump et d'autres qui disaient oui, c'est un virus chinois, c'est la faute des Chinois, tout ça c'était du blabla, c'était de la pure propagande de guerre froide. Et donc on a eu des gens des Chinois qui vivent en Belgique, en France, qui craignaient d'être dans la rue, qui craignaient de parler aux gens parce que
on les culpabilisait terriblement. Maintenant, il se passe la même chose avec les Russes qui vivent en France et dans les pays occidentaux. Et donc, ce climat de haine, c'est une façon de nous empêcher de nous poser des questions sur les vrais intérêts du camp occidental dans cette affaire-là, comme on en a parlé dans un précédent Michel Midi. On va prendre un exemple. Dans le football, on a maintenant le fait qu'un milliardaire russe est obligé de revendre son club, un des plus grands clubs de foot britannique, Chelsea, et est obligé de le revendre parce que voilà, peut pas rester. Personnellement, je trouve ça lamentable que les clubs de foot maintenant et le sport en général deviennent des marchandises capitalistes et que tout ça passe aux mains de milliardaires et de fonds d'investissement qui se foutent du sport, qui se foutent de son rôle social et qui font là uniquement pour faire du fric, y compris avec de la corruption. Mais bon, c'est une autre question. Ce qui est marrant ou tragique, c'est que qui est encouragé à reprendre la propriété du club de foot de Chelsea, le roi d'Arabie Saoudite, donc, ou un prince, je sais plus, enfin un des deux. Donc, l'Arabie Saoudite qui massacre des enfants au Yémen depuis des années, qui vient de décapiter quelques dizaines de jeunes parce qu'ils sont chiites, ils n'ont pas la bonne religion aux yeux de ces dictateurs. J'ai eu là sur mon téléphone hier un message audio, le dernier rappel d'un des jeunes qui allait être décapité à sa maman. Donc ce régime-là, on dit ah ça c'est bien, et qu'il reprenne le club de foot de Chelsea, ça c'est très bien. Donc voilà, vous voyez, on est dans le deux poids et deux mesures. Quand on nous parle d'enfants bombardés et qu'on nous montre la maternité, on nous montre pas que au Donbass depuis des années, il y a eu énormément d'enfants bombardés, comme on voit ici. Et donc, on doit, pour résumer, je crois qu'on doit se former, on doit vraiment se former à l'éducation aux médias. Et je dirais que ça vaut la peine surtout dans ces périodes urgentes, ça vaut la peine de se former avec le livre que je montrais, qu'Investigation a publié, Fabriquer un consentement. C'est un bouquin magnifique, c'est un gros bouquin, mais c'est facile à lire. Et c'est magnifique parce qu'il y a une trentaine d'années, ils ont défini comment se produisent les médias mensonges, comment se produisent les partis pris, les deux poids et deux mesures, pardon, et ils ont expliqué aussi le pourquoi. Donc c'est vraiment un livre extrêmement utile. Je rappelle que Investigation en 2015 a aussi publié un livre qui s'appelle « Faut-il détester la Russie ?» de Robert Charvin, que je salue. Il vient de publier encore un article sur Investigation aussi. Et je crois que se former sur ces livres et avec d'autres est vraiment important. Donc sur Investigation en ce moment, on vous propose, si vous allez sur le site, on vous propose La gauche et la guerre, qui analyse les médias mensonges qui empêchent de combattre les guerres des États-Unis et de la France. Il y a donc Faut-il détester la Russie vers une nouvelle guerre froide en 2015. J'avais fait la préface des bouquins, j'avais annoncé qu'effectivement cette diabolisation de la Russie préparait une guerre froide, pas si froide que ça. Malheureusement, on y est. Il y a eu ça, les 100 pires citations, avec beaucoup d'exemples de la vraie politique des États-Unis envers la Russie et l'Allemagne. Dans ce livre, par exemple, il y a une citation de George Friedman, un des plus grands stratèges des États-Unis, qui rappelle qu'en fait les États-Unis veulent empêcher l'Allemagne de faire du commerce avec la Russie et veulent donc qu'il y ait un état de tension très forte. Il y a des citations d'ailleurs où il raconte qu'il veut vraiment affaiblir la Russie. Je vous rappelle que Investigation, grâce à vous,
a réussi à embaucher un jeune journaliste, Robin de Lobel, mais il y a vraiment énormément de travail, moi j'en sors pas. Et donc on publie, vous la trouverez sur le site et sur Facebook, une offre d'embauche pour un documentaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui vérifie les infos, effectue les recherches sur Internet et dans les livres pour aider à préparer les émissions Michel Midi et les prochains livres. Voilà, vous pouvez revisionner ceci sur Facebook si vous êtes intéressé de nous envoyer votre candidature. La prochaine émission de Michel Midi sera lundi, autant au service de qui avec Bruno Geek. C'est un auteur très très intéressant qui publie souvent sur Le Grand Soir et avec qui nous allons analyser l'expansion de l'OTAN, les provocations de l'OTAN et à quoi sert véritablement l'OTAN, qui n'est pas du tout une alliance défensive. Il y aura une prochaine émission que je vais, je crois, diffuser le mardi 22 avec Sergueï Munier. C'est un Français. Elle est enregistrée cet après-midi parce qu'il part rejoindre les combattants du Donbass. Il a été là, il a assisté et été dans la défense contre les violences commises en 2014. Il va me raconter tout ça cet après-midi et ce sera diffusé, je pense, mardi 22. Suivez Investi Action, abonnez-vous à notre newsletter pour le savoir. Et comme je le disais, jeudi 24, il y aura Christelle Néant du site Donbass Insider qui est sur place en train de couvrir les atrocités et de recueillir des témoignages qui ne passent pas chez nous. Voilà, je m'excuse de ne pas pouvoir en même temps répondre à toutes vos questions. Bon, je vois la dernière là. Quel président en France pourrait être élu pour dire cette vérité dans le monde, Monsieur Michel? Alors, on a bientôt une émission avec Saïd Bouamama où on fera le point sur Macron et sur les présidentielles en général et la politique internationale de la France et la politique sociale aussi. Ça sera un topo complet. Alors pour répondre à votre question, cher monsieur, pas Macron, pas les politiciens de droite qui soutiennent toutes les guerres de la France et des États-Unis, pas les politiciens qui se disent de gauche et qui soutiennent toutes les agressions de l'OTAN et d'Israël. De ce que j'ai vu donc sur le candidat du PS, M. Jadot, et j'ai vu des très mauvaises choses aussi malheureusement du responsable du PC, donc vous voyez qui reste, mais on va en parler avec Saïd Bouamama. Je vous rappelle que vous pouvez nous aider de rassembler, on a un petit groupe de recherche des fake news, on a un petit groupe d'analyse de l'information et test média. Écrivez à l'adresse que je vais mettre en finale. Si vous êtes intéressé de rejoindre l'équipe comme bénévole ou comme documentaliste, etc., répondez et écrivez à l'adresse que je vais indiquer dans 2 minutes. Et donc, je vous donne rendez-vous lundi à midi pour l'OTAN au service de qui avec Bruno Guig. Merci à tous ceux qui m'ont aidé. Merci à vous. La bataille pour l'info et pour la paix continue. Au revoir.